BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Chute éclair du Bitcoin ce week-end qui a entraîné avec lui le reste du marché crypto sur fond de tensions géopolitiques, en particulier dans la nuit de samedi à dimanche. On fait le point sur la situation technique, on va dire, avec Gilles Santacreux qui est en ligne avec nous. Bonjour Gilles, trader algorithmique et administrateur du site boursicoté.com. Et puis ça y est, Hong Kong a approuvé aujourd'hui ses premiers ETF Bitcoin Spot et Ethereum Spot. Première fois dans le monde qu'on a un ETF Ethereum Spot. Et ce, 3 mois après que la SEC ait approuvé, on le rappelle, 11 ETF Bitcoin Spot de l'autre côté, du côté des États-Unis. On analyse tout ça dans un instant avec Pauline Armandet. Bonjour Pauline. Bonjour Amaury. Journaliste BFM Crypto. Et puis Laurent Rion est avec nous aussi. Bonjour Laurent. Bonjour Amaury. Directeur innovation et crypto chez DLPK. Et puis aussi vice-président de l'ADAN. Et puis aussi Laurent, avec vous, dans quelques instants, on fera le grand bilan de la Paris Blockchain Week qui a eu lieu donc à Paris la semaine dernière. Beaucoup d'annonces de différents acteurs français et internationaux, et puis des prises de parole politiques franches, notamment celle de la secrétaire d'État chargée du numérique, Marina Ferrari. Mais d'abord, je le disais, nous sommes en ligne avec Gilles Santacreux. Gilles, ça a beaucoup secoué sur le cours des cryptos ce week-end. On est actuellement autour des 66 000 $. On est à moins 8% sur une semaine. Ça a été notamment très compliqué. Ça a beaucoup saigné, entre guillemets, sur le cours des cryptos et notamment du Bitcoin dans la nuit de samedi à dimanche. Est-ce qu'on peut dire, Gilles, que le Bitcoin a rempli son rôle de valeur refuge ce week-end ? Pour le coup, non, puisqu'en général, une valeur refuge monte quand les inquiétudes augmentent. Et là, ça a été totalement le cas, puisqu'on avait vu effectivement une baisse du Bitcoin, mais qui est aussi liée à la hausse du dollar. On a un dollar index qui a fortement monté en fin de semaine dernière. Donc la baisse du Bitcoin, qui est coté en dollars, comme d'autres actifs, comme l'or par exemple, a connu une forte baisse entre 17h et 22h. Donc il faut aussi mettre ça en perspective, c'est-à-dire le dollar est assez volatile en ce moment, et concernant le Bitcoin ou même l'Ethereum, ce que l'on a observé donc dans la nuit de samedi à dimanche, c'est une baisse du cours de ces actifs. C'est dommage, on n'a pas pour comparaison de cotation, puisque le marché est fermé sur l'or donc le week-end. Il n'y a que les cryptos qui codent durant le week-end. Mais globalement, ce que l'on a vu, c'est que ces actifs chutaient alors que les inquiétudes augmentaient. Donc valeur refuge, non. En tout cas, pas pour ce qui est des tensions géopolitiques. Mais effectivement, ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que donc suite à cette chute de samedi soir, les cours donc dans la journée de dimanche sont revenus quasiment au niveau, pour venir ce matin quasiment au niveau de là où ils étaient avant justement cette forte baisse. Donc on peut dire que pour le moment, en tout cas, le mouvement baissier que l'on a observé ce week-end, il a été annulé, et que à l'ouverture des marchés, moi j'ai observé hier soir le marché des devises et des matières premières, il n'y a pas de gros décalage actuellement. Ce que l'on craint surtout, c'est un embrasement, et c'est surtout si cet embrasement était avéré qu'il faudrait observer ce qui se passe effectivement sur ce genre d'actifs. Bon, c'est important de préciser, Gilles, effectivement, que les autres marchés étant fermés, c'est uniquement le marché des cryptos qui cotait ce week-end. Et puis, quand on prend un petit peu de perspective, on est quand même avec la baisse de ce week-end, à plus 120% sur un an sur le prix du Bitcoin. Et on voit qu'effectivement, la baisse est en train de s'annuler, entre guillemets. Ça a bien remonté depuis, en tout cas pour l'instant. Grande nouvelle ce matin, on a eu des ETF Bitcoin Spot et Ethereum Spot approuvés du côté de Hong Kong. Gilles, quelle est la réaction du marché ? Je vois que l'Ethereum se porte plutôt bien. Il était redescendu en dessous des 2900 $ dans la nuit de samedi à dimanche. Et puis là, actuellement, on est au-delà des 3200 $, à plus 6% aujourd'hui. Oui, au niveau de... Alors, ce qui concerne les ETF, c'était toujours plus sur l'anticipation, qu'on a eu des forts mouvements, notamment on l'a vu sur le Bitcoin. Mais là, par rapport à ce matin, honnêtement, si on n'était pas au courant qu'il y avait ce genre d'événement, on ne constate pas de mouvement très fort sur ces actifs. Donc, pour l'instant, pas trop d'impact. Que ce soit d'ailleurs à ce niveau-là ou au niveau de la situation géopolitique. C'est-à-dire ce matin, si on n'était pas au courant qu'il y avait eu quelque chose du côté d'Israël, eh bien, on ne le voyait pas forcément sur les cours. Donc pour l'instant, effectivement, sur ce côté-là, non plus pas beaucoup d'impact. On pense que c'est effectivement ce sont effectivement des éléments qui vont amener un renforcement de ces crypto-monnaies, puisqu'il y a des actifs qui se créent. Donc
Pour l'instant, rien, mais ça devrait jouer plutôt pour une hausse de ces actifs. Attention toutefois à la forte volatilité sur le dollar, hein, je me répète, mais on est vraiment sur des points ici qui, si on persiste à évoluer au-delà des 105, 106, pourront commencer à peser donc sur certains actifs. Merci beaucoup Gilles Santacreux d'avoir été avec nous. On suivra tout ça évidemment dans les heures qui viennent. Trader algorithmique et administrateur du site boursicoté.com. Pauline Armandet, vous êtes toujours avec nous, tu es toujours avec nous. On a eu des ETF du coup Bitcoin Spot et Ethereum Spot approuvés à Hong Kong aujourd'hui, donc une première. Il y a 4 dossiers qui ont été approuvés. Est-ce qu'on a quelques détails supplémentaires par rapport à cette annonce ? Oui, on a déjà les noms donc de ces gestionnaires d'actifs qui ont obtenu validation du régulateur hongkongais. Alors, sont concernés China Asset Management, les filiales hongkongaises, notamment de Harvest Global Investment, de Bosera Asset Management et Ashki Capital. Globalement, c'est vrai que c'était les plus gros gestionnaires d'actifs sur place. Donc, c'est pas très étonnant que ce soit les premiers dossiers validés par le régulateur hongkongais, en sachant qu'il y avait à peu près une vingtaine de dossiers qui étaient en cours. Donc là, voilà, les 4 premiers, ça c'est fait. L'introduction en fait de ces ETF offre, et là je cite notamment Bosera Asset Management, explique, alors le gestionnaire d'actifs explique que ça offre aux investisseurs de nouvelles opportunités d'allocation d'actifs, mais renforce aussi le statut de Hong Kong en tant que centre financier international et plaque tournante des cryptos, parce que c'est vrai que ça fait aussi un peu partie de la stratégie de Hong Kong. C'est quoi, ils veulent devenir le nouveau hub crypto, Pauline ? Bah ouais, ça fait quelques mois, voire quelques années qu'ils veulent se renforcer en ce sens, contrairement notamment aux voisins chinois qui est beaucoup plus strict à l'égard des cryptos. Par exemple, cet été, Hong Kong a introduit un cadre réglementaire en fait à destination des bourses crypto, notamment, qui peuvent obtenir des licences pour pouvoir opérer. En France, on a un peu le même système avec le système PSAN et le fait que des sociétés obtiennent des enregistrements ou des agréments de la part de l'AMF. Mais donc, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'effervescence à Hong Kong en ce sens pour attirer à la fois des investisseurs étrangers et aussi permettre que les plateformes se développent aussi sur place. Donc, voilà. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais effectivement, la Chine a quand même un rôle un peu ambigu de ce côté-là. Officiellement, elle n'est pas très pro-crypto, pro-bitcoin. Et puis, finalement, est-ce qu'elle ne serait pas en train d'expérimenter tout ça via Hong Kong? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Laurent, vous vouliez réagir à ça? On peut se poser la question, effectivement. Après ça, ces annonces sont aussi la poursuite de la normalisation, j'ai envie de dire, de Bitcoin et d'Ethereum principalement, en donnant accès, encore une fois, à des acteurs institutionnels et ou particuliers de manière beaucoup plus simple. Alors, il y a quelques conditions qui n'ont pas été détaillées, enfin, c'est précisé dans les communiqués. Ce serait intéressant de voir exactement ce qu'il y a sous le capot de ces ETF. Et oui, on sent bien quand même une forme d'hypocrisie toute chinoise. C'est-à-dire d'un côté les interdictions fermes, définitives, et ça a souvent été un running gag, le China ban de Bitcoin qui tombait tous les ans. Et puis on voit qu'il y a quand même une normalisation qui s'opère. Alors certes, c'est via Hong Kong, c'est pas tout à fait la Chine, mais enfin, on se doute que ce qui se passe à Hong Kong est quand même sous moniteur des autorités chinoises. Donc c'est plutôt un pas en avant dans la normalisation. Et puis vous avez assez classiquement le pôle américain et le pôle asiatique, enfin les deux grandes places financières qui se mettent en ordre de marche en attendant que les places européennes sur le sujet se mettent en ordre de marche également. Bon, et puis la semaine dernière, ça se passait à Paris, c'était la Paris Blockchain Week, Laurent, ouais. Et vous y étiez. Déjà pour commencer, est-ce qu'on peut faire un petit point sur qui était là-bas? Je crois que ce qui vous a pas mal marqué, c'est l'omniprésence d'acteurs déjà américains et aussi beaucoup d'acteurs institutionnels. Est-ce qu'il y en avait plus que les années précédentes? Alors, plus, je vais pas jouer au jeu du plus et du moins, mais en tout cas, beaucoup plus d'acteurs qui avancent à visage découvert. Alors, ce qui est intéressant dans les événements comme celui de la semaine dernière, c'est l'événement en lui-même, effectivement, les différentes keynotes, les prises de parole officielles, et puis sont aussi les side events, c'est-à-dire tous les événements qui sont organisés en marge de l'événement principal, et là, événements au cours duquel les
dialogues sont un petit peu plus feutrés, un peu plus off, et sur lesquels on peut rentrer un peu dans le détail des annonces qui ont été faites. Et donc oui, énormément d'acteurs américains présents. Alors aussi parce que beaucoup d'acteurs américains ont été invités, ont été conviés par les organisateurs des différents events, que ce soit le principal ou les send events, pour venir aussi titiller un peu nos acteurs institutionnels français et européens, et en tout cas pour présenter ce qui se passe et la façon dont le sujet de la blockchain, puisqu'attention, c'était pas la Bitcoin, la Paris Bitcoin Week ou la Paris. On parle bien de la Paris Blockchain Week. Blockchain Week, voilà. Donc on est vraiment sur des aspects très industriels d'utilisation de la blockchain et de l'intelligence artificielle dans des activités qui existent, qu'elles soient traditionnelles ou crypto. Et de ce point de vue-là, c'était vraiment intéressant de faire venir en France et en Europe des acteurs comme Circle, comme JP Morgan, comme Franklin Templeton, donc qui sont des noms qui parlent au travers de la crypto et qui sont venus témoigner et se challenger un petit peu, avoir des débats très intéressants avec des acteurs français également présents. Bon, donc en fait, ça veut dire que quelque part, il y avait déjà des institutionnels avant. Bon, là, il y a pas mal d'Américains, mais surtout, vous, Laurent, ce que vous analysez, c'est que finalement, c'est plus assumé. C'est-à-dire que là, vous avez dit, on avance à visage découvert. C'est-à-dire que quelque part, cette année, c'est moins compliqué de dire qu'on est dans le Web3, qu'on est dans la blockchain ? Alors, en tout cas, oui, il y a une vraie prise de parole, et les acteurs institutionnels, alors qui sont soit devenus PSAN, c'est le cas de KCI, je ne vais pas reciter les historiques, SG Forge, Banque de Lubac et compagnie, etc. Des acteurs qui, au travers de la DAN, sont devenus membres. On peut citer BPCE, on peut citer Crédit Mutuel Arkea. C'est une façon de prendre de l'information, de se positionner et de réfléchir à ce qui peut être fait avec les différents outils, en tout cas la technologie mise à disposition. Et puis dans les tables rondes, moi j'ai quand même assisté à des tables rondes assez intéressantes et extrêmement enrichissantes en termes de débat, avec un acteur comme Circle, avec autour de la table un acteur comme Moody's, et puis un acteur comme la Direction Générale du Trésor. J'avais pas imaginé l'année dernière que ces acteurs-là pourraient échanger de manière tout à fait normée, classique, avec des différences de points de vue évidemment et de vision sur ce qu'est une stablecoin versus un euro numérique ou d'autres projets. Mais ce qui est extrêmement intéressant et ce qu'on a nous toujours prôné au sein de DLPK avec les acteurs traditionnels, c'est que c'est justement du débat et de la contradiction que naît la conviction. Et donc c'est très intéressant de voir deux points de vue se confronter et derrière à chacun de se forger sa propre opinion et sa conviction et décider d'avancer ou de ne pas avancer. Et là on parle des acteurs, mais la grande chose qui a changé, on va dire, à cette édition, c'est aussi les prises de parole politiques. Ouais. En particulier, il y a un événement qui a été organisé donc à Bercy, donc ministère de l'économie et des finances, en présence de la secrétaire d'État chargée du numérique, Marina Ferrari. Et elle a fait certaines déclarations assez fortes. Oui, il y a quand même, là aussi, il y a un vrai pas en avant sur la volonté politique, en tout cas une volonté ferme de voir les acteurs historiques plus orientés Web3, on va dire, un peu plus nouveaux, et leur dire, écoutez, maintenant, compte tenu de ce qui se passe aux États-Unis et aussi un peu en Asie, même si on en parle moins, là il faut en gros arrêter de tergiverser et il faut vraiment se serrer les coudes et avancer main dans la main sur les différentes thématiques qui sont les nôtres, autour de MiCA, autour des plateformes d'échange, autour de la tokenisation, autour des sous-jacents, des produits financiers, etc. Donc c'est une prise de parole qui a été extrêmement claire. Elle a été réitérée ensuite dans le cadre de Paris Blockchain Week et ensuite au travers d'un post sur LinkedIn. Donc il y a vraiment une affirmation politique de voir les acteurs se regrouper. Alors jusqu'à présent c'était un peu porté par BPI, c'était porté par certaines entités, mais là c'est clairement à Bercy, dans le ministère, devant 450 personnes de la finance plutôt traditionnelle mais également d'acteurs, une volonté très ferme d'avancer dans ce sens-là et c'est plutôt extrêmement positif. Pauline Arbandet, vous aviez une réaction par rapport à cette Paris Blockchain Week, voilà, tout ce qui s'est passé, tous ces acteurs, notamment beaucoup d'acteurs internationaux qui étaient présents, ces prises de parole politiques qui étaient inédites, je crois, on peut le dire, en tout cas dans leur
d'aller aussi loin. Dans le fond, après la prise de parole politique, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu, mais je veux dire d'aller aussi loin et d'assumer, dans un discours aussi clair et aussi pragmatique et aussi précis sur ce qu'il convient de faire si on veut continuer d'avancer au niveau français et européen. Là, oui, c'était plutôt inédit. Pauline. Au niveau des acteurs, c'est vrai que c'était assez intéressant de voir de plus en plus d'acteurs étrangers qui sont confirmés à l'international, mais qui du coup viennent à Paris et qui expliquent aussi que s'ils viennent, c'est parce que même Paris a de plus en plus de poids au sein de l'écosystème crypto et même en Europe de manière générale. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus aussi symbolique de venir dans la capitale et d'espérer y obtenir des agréments, des enregistrements. Donc on voit aussi que les acteurs essaient de se positionner et aussi éventuellement de continuer à faire bonne figure auprès des régulateurs pour un peu oublier les années 2022 et 2023 qui pouvaient être compliquées pour l'écosystème crypto. Par contre, en termes d'annonces politiques, c'est vrai que déjà Bruno Le Maire avait déclaré il y a peut-être 1 an et demi ou 2 qu'il voulait faire de la France notamment et de Paris un hub des cryptos et du Web3. Donc je trouve que ça suit cette même ligne et cette même stratégie, mais peut-être qu'on pourrait s'attendre aussi à un peu plus maintenant qu'il y a Mika et pas mal de projets aussi en cours qui montrent que Paris avance sur ces sujets-là et peut-être que des réactions politiques un peu plus fortes auraient pu être attendues, je trouve, au niveau pour l'écosystème. Laurent, est-ce que vous êtes d'accord avec Pauline quand Pauline dit que finalement, il y a des déclarations, il n'y a peut-être pas encore assez d'actes. Est-ce qu'il faut qu'on aille plus loin? Est-ce qu'on est encore trop à la traîne en Europe? Malgré les avancées qu'il y a. C'est toujours la difficulté du politique. C'est-à-dire que le politique, effectivement, il peut prendre la parole, il peut offrir un cadre et il peut en coulisses quand même, auprès de certains acteurs, donner des directives. Par contre, c'est pas lui qui fait, effectivement. C'est pas lui qui va faire en sorte que les banques françaises se rapprochent des PSAN pour opérer quelque chose. Mais la volonté est là. Et ce qui change, à mon sens, c'est que les discours de Bruno Le Maire et de Jean-Noël Barrot, c'était des discours d'ouverture, de dire venez vous installer à Paris, mais ça s'adressait plutôt aux acteurs étrangers. Et sur les acteurs franco-français qui étaient qui regardaient ça de loin, qui étaient un petit peu timides, là la ministre s'est clairement adressée à eux en leur disant attention, voilà ce qu'il est en train de se passer de chaque côté, c'est-à-dire en Asie, aux États-Unis et en Asie. Si on reste les bras croisés, ce ne sont pas nos petites startups PSAN qui sont extrêmement performantes et qui font de très belles choses, mais face aux géants américains ou aux géants asiatiques, on aura beaucoup de mal. Et donc il faut trouver ces synergies-là. Maintenant, oui, les politiques ne sont pas à la tête des grandes banques françaises ou des grands assureurs sur la partie assurance vie. C'est pas eux qui décideront. Mais le message était quand même clair et ça va permettre encore une fois de normaliser un certain nombre de relations a priori. La politique, c'est aussi beaucoup de symboles et ça peut aider. Laurent, comment est-ce qu'on se positionne aujourd'hui en Europe? On est entre les États-Unis, entre le marché asiatique qui se développe, on l'a vu ce matin avec cette approbation des ETF Bitcoin Spot et Ethereum Spot. Comment on se positionne? C'est-à-dire qu'au niveau réglementation, on est peut-être les plus avancés, on a peut-être les lois qui sont les plus claires, mais est-ce que dans les faits, est-ce qu'on est vraiment en avance par rapport aux autres? Alors ça dépend ce qu'on va regarder. En termes d'adoption, si on revient au sujet des cryptos, en termes d'adoption, aux États-Unis, c'est un petit peu plus de 60% des ménages qui directement ou indirectement détiennent de la crypto. Les dernières études de la DAN, ça nous donne des chiffres entre 10 et 12% en France et dans certains États européens, ça peut monter jusqu'à 19%. Donc là, il peut y avoir un décalage. Sur la tokenisation, vous avez des expérimentations qui ont été faites il y a assez longtemps chez BNP. Vous avez SG Forge qui conduit également pas mal d'expérimentations. Et puis vous avez BlackRock qui a fait son annonce, qui a effectivement tokenisé quelque chose. C'est JP Morgan. Il y a des choses très intéressantes qui se passe également. Alors, pour le coup, autant chez JP Morgan, vous pouvez avoir un président qui dézingue Bitcoin dès qu'il en a l'occasion. Par contre, en termes d'utilisation de la blockchain et de la technologie, là, ils sont très avancés et ils jouent, j'ai envie de dire, leur rôle de banque au sens... Il y a toujours chez les institutionnels, chez beaucoup d'institutionnels, ce truc comme les cryptos oui, les cryptos non, mais la blockchain oui.
on sépare un peu les cryptos de la technologie blockchain? Je trouve que c'est plus fait, j'allais dire mieux, mais non, c'est pas mieux, c'est plus fait chez les acteurs anglais et américains, effectivement, sur ce sujet, d'avoir, c'est vrai que de prime abord, avoir quelqu'un de JP Morgan sur une table ronde qui défend la blockchain et la tokenisation, compte tenu des déclarations qu'il peut y avoir par ailleurs sur Bitcoin, c'est assez, ça peut paraître assez surprenant. Et en fait, c'est une vision très pragmatique des sujets, de dire, il y a un actif que je n'aime pas. Alors, je suis pas là pour dire s'ils ont raison ou pas raison sur Bitcoin. Je considère que le discours est absolument excessif et totalement éculé, erroné. Mais par contre, sur la blockchain, ils disent, OK, là, on a une technologie qui peut être extraordinairement utile sur la facilitation des transactions, sur l'accélération de celle-ci, sur la transparence, sur la custody, etc., etc. Et donc, vous avez un acteur pragmatique qui fait ce choix-là. Et ce qui est intéressant aussi, pour terminer sur ce point, c'est de confronter un peu des points de vue d'acteurs qui sont en dehors et qui regardent ça de manière un petit peu plus en termes d'observateurs. Et la semaine dernière, vous avez Circle qui a loué et qui a vraiment fait des louanges à Mika, au cadre qui a été donné et sur sa volonté, la volonté de Circle, donc qui est le stablecoin USDC. Et on a des incertitudes sur les stablecoins là, avec le mois de juin qui arrive. À Paris et de se dire, je vais me mettre dans le cadre et je vais bénéficier de ça. Et puis vous avez un acteur comme Tether, dans une interview aux médias aquatiques, qui a annoncé que lui, compte tenu de Mika, il viendrait pas s'installer en Europe et que vous ne pourrez pas utiliser Donc mais c'est là que c'est extrêmement intéressant parce que c'est ce qui permettra encore une fois de se forger une opinion. L'idée n'est pas de savoir si Mika c'est bien ou c'est pas bien, c'est de savoir si ça permet à un écosystème et à une industrie de se développer. Circle dit oui, Tether dit non. Je vais dire, on verra dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ce qu'il en sera exactement. Mais a priori, il y a quand même un cadre qui permet à des acteurs américains de venir s'installer, d'avoir la volonté de prospérer chez nous. Pauline, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce cadre juridique, Mika, qu'on est en train de poser chez nous en France et du coup plus largement en Europe? Et aussi, si vous avez un mot aussi pour conclure sur cette Paris Blockchain Week et notamment les déclarations politiques qu'il y a pu avoir. Pour vous, c'était pas forcément des déclarations qui vous ont visiblement surprises, mais voilà votre regard là-dessus. Peut-être juste une réaction sur les acteurs. Vous mentionniez le fait qu'effectivement, les banques et notamment américaines, se positionnent, même si d'un côté il y a la blockchain, les cryptos. C'est vrai que du côté français, pareil, ça n'a pas non plus énormément avancé. Mis à part la Société Générale et sa filiale SG Forge et quelques banques qui commencent à être un tout petit peu plus intéressées par le sujet. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que les acteurs sont quand même, en tout cas traditionnels, restent relativement frileux sur les sujets liés aux crypto-monnaies et à la blockchain. Donc il y a encore pas mal de travail à faire aussi en ce sens. Et même si on voit quand même de plus en plus de ponts entre l'écosystème crypto et les acteurs traditionnels, et c'est aussi le but de ce genre d'événement de la Paris Blockchain Week, de pouvoir aussi réunir différents acteurs qui ne sont pas forcément que sur ces sujets-là. Donc ça avance, mais en tout cas en France... malgré les déclarations ou volonté d'avancer sur le sujet, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Laurent Auvion, le mot de la fin sur le rapprochement entre les acteurs crypto et les acteurs de la finance traditionnelle. Je vais comme Pauline, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a un cadre, je trouve, et une volonté qui se clarifie, que ce soit chez les acteurs institutionnels, que ce soit chez les politiques. Donc retroussons-nous les manches et plutôt que d'essayer de s'invectiver les uns les autres en disant Bitcoin ceci, Bitcoin cela, ou les cryptos ceci, les cryptos cela, travaillons sur la construction d'une industrie autour de ce que offre le Web3 à la blockchain et assez rapidement les acteurs quels qu'ils soient se rendre compte qu'il y a des opportunités assez dingues sur ces sujets-là. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Laurent Auvion, d'avoir été avec Amaury, nous. Merci, Pauline. Directeur innovation et crypto chez DLPK et vice-président de l'ADAN. Pauline Armandet, merci beaucoup. Journaliste BFM Crypto. D'ailleurs, votre newsletter est à retrouver à 18h pour ceux qui sont abonnés et pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous. C'est gratuit. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.